Bonjour à tous. Du coup voilà, on a du gros matos, hein, comme je vous disais, ça marche hyper bien pour le son. Alors je suis avec Benjamin, je suis hyper content. Je vais lui passer la parole juste après. En fait, c'est pourquoi est-ce qu'on fait ce call? On est dans son espace de coworking avec pas mal de très très bons entrepreneurs très très chauds. Et en gros, on parlait du fait qu'il y a un truc ici, c'est que tous les fondateurs ambitieux, ils font du cold call, c'est-à-dire de l'appel à froid. Ils chopent des numéros de téléphone de gens et ils les appellent, ils les connaissent pas et ils essaient juste de leur vendre quelque chose, d'avoir des retours, etc. Et j'en parlais à Benjamin, je lui dis c'est quand même ouf. Il dit bah ouais, c'est ouf. Après, moi, j'ai signé mes 40 premiers clients comme ça. Je fais ah ok. Et là, il commence à me dire ouais, alors mais en fait, tu peux le faire pour tel truc, dans tel cadre, voilà comment tu t'y prends. Et je lui dis mais attends, en fait, on va juste faire une vidéo. Et en gros, les quatre choses, pour résumer hein, ce qu'il m'a dit, après je vais lui reposer des questions, je pense on va avoir encore plus d'infos quand je vais laisser la parole, mais en gros, ce qu'on va voir là, c'est que ce qu'il me disait, c'est que c'est dur, donc c'est peu compétitif, il va vous expliquer pourquoi. Deuxième chose, c'est vraiment un truc qui est ouf pour le founder. Mais par contre, il faut vraiment adapter votre méthode d'appel à froid, donc de cold call, au fait que vous êtes un fondateur, sinon vous avez perdu, vous ne devez pas vous comporter comme un vendeur. Ensuite, il explique tous les avantages que ça d'un point de vue sales et il m'a aussi donné des avantages qui sont complètement insane, mais pas du côté sales. Donc par exemple, des invests et tout, c'est pareil, c'est assez ouf et tu as des histoires assez cool à raconter. Donc voilà. Donc moi, je commence avec ta première question. Tu m'as dit que le cold call c'était dur, mais que c'était pas compète. Bah, qu'est-ce que ça veut dire dur? Et juste avant de répondre à cette question, je te propose quand même de te présenter. Juste pour info, Benjamin, c'est le mec, j'ose plus demander son ARR. Parce qu'en fait, il grossit tellement vite. Je sais pas si on a le droit de donner ton ARR, mais il fait genre 20 ou 30% de croissance par mois. Et il fait pas 1 million d'ARR, les gars. Genre, j'ai envie de me suicider. Là, je suis venu le voir, je lui ai dit, je crois que je t'ai rattrapé. Il m'a dit, bon, après, tu sais, on a rajouté 1 million d'ARR ce mois-ci. Du coup, bah, je l'ai pas rattrapé. Voilà. Bon, allez. Est-ce que tu te présentes et tu réponds à ma première question qui est, c'est dur. Pourquoi c'est dur? Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Yes. Super, merci beaucoup Greg. Donc moi c'est Benjamin Doueblin, j'habite à San Francisco maintenant, j'étais à la base à Paris, j'ai monté différentes startups. La dernière en date c'est donc Full Enrich, celle que j'ai actuellement, et ce qu'on fait c'est qu'on fait de l'enrichissement de données pour les équipes commerciales et marketing. Tout simplement on fournit des emails et des numéros de portable. Et la façon dont on le fait c'est qu'on agrège quasiment tous les outils d'enrichissement du marché, ce qui fait qu'on a un coverage, donc un taux de couverture qui est global. Et en plus de ça, on est très attentif à la qualité de la donnée parce qu'on n'a pas envie d'appeler des mauvais numéros. Donc on s'assure que les numéros soient bons. Euh, Qu'est-ce qui fait que c'est dur, le call call? Je pense qu'il y a un aspect très émotionnel. On n'aime pas, personne n'aime être rejeté lors d'un appel. C'est pareil en dating, on n'a pas envie de se faire rejeter. Et le call call, c'est une grosse pression émotionnelle. Et je pense que la plupart des fondateurs, et même des sales, toutes les personnes qui vont en faire, on se met une pression énorme. Et je pense que moi, ce qui m'a débloqué, j'en ai fait beaucoup en tant que sales et après en tant que founder, c'est de se détacher de l'outcome. C'est-à-dire se dire, OK, je rentre dans le call, c'est pas grave si j'ai pas un meeting, c'est pas grave si. Et en fait, il faut baisser un peu ses expectations. Désolé pour les anglicismes. Il faut baisser ses attentes, merci. Et il faut se dire avec quoi je suis content. Et je suis content si je prends une information pendant ce call. Je suis content si effectivement je cale un meeting, mais en fait je vais aller chercher de l'apprentissage sur mon marché. Et pourquoi c'est hyper intéressant pour les founders. Et nous, on l'a fait très tôt avec Full Enrich, c'est que on avait des hypothèses sur le fait qu'il y a un pain sur le marché, parce qu'on l'a expérimenté avant avec nos autres boîtes. Mais on s'est dit, il faut quand même qu'on le valide, parce qu'on est peut-être les seuls, ou alors il y a peut-être deux, trois autres personnes, mais est-ce que c'est un besoin qui est généralisé sur le marché? Et donc, moi, ce que j'ai fait, je me suis dit, qui sont les personnes qui sont les plus à même d'acheter le produit que j'imagine? Et j'ai fait une liste de 100 personnes. Ça ne sert à rien d'avoir 1000 personnes. Il vaut mieux passer du temps à avoir une petite liste, mais de personnes où, quand on rentre dans le call, on a une conviction qui est hyper forte de se dire, je ne vais pas lui voler son temps. Cette personne-là, elle va être contente d'avoir eu l'échange avec moi, parce qu'en fait, on va apprendre des choses, elle va apprendre des choses, moi je vais apprendre des choses, on va avoir un échange constructif. Et donc en fait, quand tu rentres aussi dans ce call avec un mindset entre guillemets de gagnant, bah déjà tu as une confiance en toi qui est supérieure. Tu n'es pas un vendeur de tapis, tu es là pour apporter une solution à un problème business. A priori, si vous êtes dans le B2B ou vous vendez des services, vous amenez une solution à un problème. Et en fait, moi je l'ai utilisé très tôt pour valider l'idée. Et donc, je m'étais écrit un script qui était super simple, qui était voilà, Hello Grégoire, je vois que tu as cette boîte dans le domaine du B2B. J'ai vu que tu avais des équipes sales. J'aurais
aimer prendre 30 secondes de ton temps, si c'est OK pour toi. Je t'explique un peu plus le détail de mon appel, ce que c'est OK. La personne, en fait, je demande la permission pour en dire un peu plus. Quand j'ai ça, j'ai son attention. Et après, je vais dire, ben voilà, je lance un outil d'enrichissement de données. J'ai vu que toi, tu avais certainement une activité de call aussi. C'est quoi tes process, c'est quoi tes outils aujourd'hui? Et donc, j'allais chercher de l'information. Ce n'est pas de vendre, je ne disais pas forcément ce que je faisais. C'est de comprendre c'était quoi l'état de l'art sur mon sujet chez mes prospects. Et après, je dis, ben voilà, nous, on est en train de développer une solution qui fait ça, ça, ça. Est-ce que c'est quelque chose qui résonne pour toi? On s'adresse à cette problématique-là. En fait, il y a un truc en call aussi. Il ne faut pas forcément vendre les bénéfices de notre solution, mais il faut essayer d'éclairer les pains, donc ce qui peut faire mal chez le client, les problématiques. Et après, j'éclairais des problématiques et je demandais, ben là, on va régler cette problématique de qualité de données, cette problématique de coverage, c'est-à-dire si tu es sur différents marchés. Est-ce que ça, c'est les problématiques que tu rencontres? Et si oui, bah là, ça me permettait de creuser et de savoir si la solution à laquelle je pensais répondait à ce problème. Parce qu'aussi, parfois, il y a des problèmes qui existent et on a juste mal calibré la solution. Donc ça, c'est le premier truc. Et après, évidemment, le call, ça sert à vendre. Donc, nous, ça nous a permis d'avoir les premiers clients. Et en fait, en tant que fondateur, vous avez aussi un gros avantage, c'est que il y a une croyance, enfin le trust, la confiance que les gens ont en vous en tant que fondateur, elle est beaucoup plus élevée que quand ils parlent à un SDR qui est potentiellement junior ou un sales, où ils se disent, bon, il est là pour sa commission. Le fondateur, a priori, il ne va pas planter sa boîte. Il faut vraiment te présenter comme un fondateur quand tu fais ton call. Ouais, alors, moi, justement, j'essaie aussi, je me présente en tant que fondateur, mais j'essaie de ne pas trop en jouer, parce qu'en fait, ça peut vite biaiser aussi la discussion. Tu vois. Si tu as quelqu'un qui parle à un fondateur, il va peut-être juste parler avec toi parce que tu es un fondateur. Toi, l'idée, c'est que tu repartes avec des infos sur est-ce que la solution sur laquelle je suis en train de travailler, est-ce qu'elle règle un vrai problème ou pas. Et le gros avantage, en fait, je mets ça en opposition aussi à faire du call email, qu'on a fait aussi, hein, c'est-à-dire envoyer des séquences d'email un peu avec du gros volume. Le call d'email, tu vas recevoir des informations des gens qui sont intéressés. Donc, il faut déjà viser juste pour ça. Il n'y a personne qui va te répondre à un call d'email pour te dire « Non, ça ne m'intéresse pas. Par contre, si tu crées cette solution-là qui règle ce problème-là et ce problème-là, alors on se parle. » Ça n'arrive pas. Par contre, en téléphone, la personne va dire « Non, attends, là, tu es à côté de la plaque. C'est pas du tout ça. Tu vas dans le mur. » Et en plus de ça, quand on call très early stage, c'est-à-dire quand on est encore un peu en phase d'idéation, et l'early stage, ça dure des mois, ça peut durer des années tant qu'on n'a pas trouvé le product market fit. Donc, c'est pas parce que ça fait un an que vous avez votre boîte que c'est trop tard pour le faire. Ça permet d'avoir du feedback, et aussi quand on est dans une position, il ne faut pas avoir d'ego. Je pense qu'il faut avoir une position de je t'appelle et je te demande entre guillemets un peu d'aide. Les gens, ils sont toujours contents d'aider. Tu es toujours prêt à passer du temps avec un founder qui vient de poser une question sur un sujet spécifique que tu connais. Je pense que ça fait du bien à l'ego aussi, en plus des gens qu'on achieve des choses dans leur carrière, d'aider les nouveaux. Donc après, ils se posent en position un peu d'advisor. Moi, nos premiers clients, ils m'ont demandé s'ils pouvaient être à l'advisory board de la boîte, tu vois, et qui ont voulu aussi investir. Donc ça décroche pas mal de... Et tu les as vus par call? Ouais, je les ai vus par call. Et comment tu les as sélectionnés? J'ai sélectionné. En fait, il faut émettre des hypothèses au départ. Tu dis, je pense que ce produit-là, il va répondre à ce segment de marché. Et en call, moi, je me suis dit aussi, je ne vais pas passer mon temps parce qu'il faut se bloquer je me bloquais 4 heures, parfois 8 heures, en fait, non-stop, à faire du call. C'était un truc de gros bourrin, tu vois, mais tous les mardis, je faisais du call. Tu vois, c'était de 9h du matin à parfois 20h. Et il faut se mettre dans un environnement aussi, vous pouvez faire ça avec vos co-founders, ça c'est un truc génial. C'est pas qui est le meilleur en pitch en fait, c'est une question d'exercice d'y aller, et je pense que quand tu fais ça avec tes co-founders ou d'autres founders, moi je l'ai fait avec d'autres founders dans la pièce qui lançaient aussi leur boîte, et tu mets un tableau, tu fais une petite compétition, enfin après ça, chacun ses trucs, mais ça marchait bien pour moi. Et la question que je me pose, c'est du coup, tu me disais que ça te permettait de vendre plus vite, le fait d'avoir fait des call calls, de raccourcir. C'est quoi ta théorie sur comment raccourcir un cycle de vente et pourquoi, en fait, appeler tes customers, ça t'a permis de raccourcir ton cycle de vente alors que si tu ne l'avais pas fait, ça t'aurait peut-être pris 6, 9, 12 mois? En fait,
ce qui m'a permis de raccourcir les cycles de vente, c'est effectivement déjà le nombre de discussions que tu as. Ça m'a permis deux choses. J'ai compris quel était le message clé aussi. Qu'est-ce qui fait mouche quand tu parles à ton prospect. J'ai pu traduire ça aussi dans mon site web. Donc en gros, le message qu'on avait dès qu'on a lancé le site web, c'était un message qui était beaucoup plus juste. Tu vois. C'était pas une proposition de valeur un peu floue qui veut un peu tout et rien dire. Tu vois. Je suis allé directement sur ce qui résonnait vraiment fort chez nos prospects. Et après, qu'est-ce qui me permet de raccourcir mes cycles de vente? C'est que quand tu recrutes des commerciaux et des sales, si tu leur dis tiens vas-y j'ai fait quelques calls commerciaux, bonne chance pour ton call, ils sont un peu livrés à eux-mêmes. Alors il y en a qui vont recruter des top guns du call et les mecs qui vont masteriser le truc, mais en fait il faut capitaliser sur l'expérience que vous avez eue. Et je trouve ce qui fait qu'un cycle de vente est raccourci, c'est quand tu mets un instant T, quand tu es en mesure d'apporter toutes les réponses qu'un prospect attend au moment où il pose la question. Ça veut dire quoi que Oui, pour toi, il ne faut pas mettre la pression pour raccourcir un call, c'est plutôt qu'il faut répondre à toutes ces questions. Ouais, moi je mets jamais la pression à quelqu'un pour acheter. C'est par contre, si quand il te pose la question, ah et ça, cette question technique, et tu dis, attends, il faut que j'en parle à mon CTO parce que je sais pas trop, bon a priori, il faut refaire un call avec lui pour le rassurer, c'est pas un très bon signal. Donc tu vois, pour moi, ce qui raccourcit les cycles de vente, c'est d'être lean. Être lean, c'est quoi? C'est amener toutes les informations en instant T. Et donc, si tu as fait 400 calls avec des clients, tu sais quelles sont les questions, tu les documentes, et en fait, tu mets ça dans ton sales playbook, mais au mot près, en fait. Tu vois, pour moi aussi, le call calling, c'est un peu de l'acting. C'est un bon sales, il va être capable de se plonger dans un texte, de se l'approprier, et effectivement, après, il va jouer son rôle et il va l'adapter à sa personnalité. Il y a des choses, des fois, tu vois, c'est un job de sniper. Et c'est en ce sens-là où ça raccourcit tes cycles de vente, c'est que moi, je n'avais pas le temps du tout de relancer 4 fois un client. Donc en fait, sur les discussions que j'avais, j'essayais de tout faire. À la fin, ça m'est arrivé de faire des calls de 15 minutes. Et à la fin, en fait, j'ai envoyé la propale et ça signait dans la foulée. Et donc, j'essayais pas, tu vois, les sales aussi en call, ils essayent de booker des meetings. Donc il y a des pratiques de, tu poses 3 questions et tu bookes un meeting et c'est terminé. Moi, j'étais avec une position plutôt de fondateur, j'étais pas incentivé à booker des meetings, j'étais incentivé à closer des clients et à apprendre des choses sur mon marché. Donc c'était aussi une approche un peu différente. Et tu me disais, ça te sert aussi à plein d'autres choses, c'est-à-dire, comment dire, ça dépend du niveau de ta boîte, mais tu disais en fait, la plupart des gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils font un website par rapport à ce qu'ils pensent. Après avoir quelques discussions, ils balancent 1500 € d'ads ou ils envoient 1500 calls d'email, ils voient que ça marche pas et ils essaient une nouvelle proposition et ils font ça. Donc en fait, ils itèrent lentement, ça leur coûte très très cher. Toi, ce que tu dis, et ils disent, je veux parler à mes customers, mais en fait, j'ai pas de customers. Donc en fait, c'est compliqué. Toi, ce que tu dis, c'est en fait, c'est ce mois où tu vas faire ta page, mettre 1500 € d'ads, itérer toutes les semaines, etc. Juste, t'appelles 20 personnes et t'as ta réponse. Et le truc, c'est que quand tu arrives sur une page, soit tu cliques pas, alors que quand tu es au téléphone, le mec il dit ah non, c'est pas exactement ça, tu peux faire de l'exploration. Et ce que tu me disais, c'est qu'en gros, ça pouvait servir pour avoir des retours utilisateurs, ça t'a permis d'avoir des advisors, même des invests, ça t'a permis de construire ta proposition de valeur beaucoup plus vite. Est-ce que ça a eu même d'autres intérêts que ça, ou c'est déjà pas mal? Ouais. Globalement, le gros win, c'était sur les clients. L'apprentissage, comme tu dis, tu vois, créer une landing page, à moins que tu sois très bon en design, très bon en ads, etc., ça va peut-être te demander des compétences de plusieurs personnes. Call, en tant que founder, et tu peux être CTO founder, et tu peux faire du call, c'est fine. Tu n'as pas besoin d'avoir le meilleur pitch sales, en fait. Tu vois. Je pense qu'il faut baisser un peu ces attentes, et il ne faut pas se mettre une barrière de dingue. Ce n'est pas le pitch parfait. Et parfois même, ce que j'ai remarqué, c'est que les personnes qui sont trop sales, ça s'entend. Et à l'inverse, un founder qui est peut-être un peu moins sûr de lui sur le call, bah c'est plus il semble humain, tu vois. Et donc les gens, ils sont assez sensibles à ça parce qu'ils se disent pas que c'est SFR qui est en train de passer un call qui est super scripté, tu vois. C'est quelqu'un qui est peut-être parfois un peu maladroit, mais c'est pas très grave, ça, tu vois. Je pense qu'il faut pas cristalliser ce truc-là. Et pareil, un call qui se passe mal, c'est pas grave, faut raccrocher et tu passes au suivant, tu vois. C'est pas contre vous. Et tu peux le rappeler le lendemain parce qu'il s'en rappellera pas. En fait, on a une mémoire super courte. Donc pareil, je pense que faut un peu faut désacraliser le truc et surtout pas le prendre personnellement.
Pour répondre à ta question, nous, on a eu effectivement des advisors, des invests. Je pense que quand tu es founder et que tu fais du call call sur des personnes qui sont assez capées, qui peuvent être des C-level dans des grosses boîtes, ils apprécient aussi ce truc-là. Je pense que c'est se démarquer en tant que fondateur de faire du call. Donc moi, je peux que encourager à le faire. En tout cas, si demain je remonte une boîte, je le fais, c'est sûr. Bon, merci Benjamin, je crois que vous avez compris. Faites du call call. Donc tous les mecs qui vous racontent des histoires du style, faut faire sa landing page, faut itérer, faites du contenu sur LinkedIn. C'est bien de faire du contenu sur LinkedIn. Le problème de LinkedIn, c'est qu'il y a 1000 mecs qui en font. Des mecs qui font du call call, il y en a 5. Et vous allez parler directement à votre audience. Voilà, ça paraît simple, mais personne ne le fait. Donc allez-y les gars. Bon allez, des bisous. Merci beaucoup Benjamin.